éclat de lumière, ton amour pour la terre est sincère. La triste fin des premiers colons, sur la planète Procyon. Pour rappel, Procyon est la troisième planète en orbite autour de l'étoile des Pléiades Taygeta, également connue sous le nom de Tauri 19, qui est un système binaire avec l'étoile naine blanche Sagittleia, ou Tauri 19b. Pour remettre les choses au clair, dans l'une de mes vidéos récentes, j'ai dit que la planète Procyon n'avait rien à voir avec l'étoile Procyon. En recherchant l'histoire de la planète, j'ai trouvé de nouvelles données sur la raison pour laquelle elle est appelée ainsi. La planète Procyon en orbite autour de Taygeta tire son nom de ce que les premières personnes qui l'ont découverte et cartographiée il y a longtemps ont décidé de l'appeler. Et il s'agissait d'explorateurs procyoniens qui étaient très loin de leur étoile Procyon, également appelée Alpha Canis Minoris, et de leur planète, qui se trouve dans la constellation de Canis Minor, qui est le plus petit des deux chiens de chasseurs d'Orion, dans le ciel nocturne. Ils ont cartographié la planète, mais ne l'ont pas revendiquée pour eux-mêmes, et il n'y a aucune donnée indiquant qu'ils ont cartographié une autre planète en orbite autour de Tauri 19, et cela s'est produit bien avant l'arrivée des premiers colons lyriens à Taygeta. Lorsque l'équipage d'un vaisseau spatial arrive sur une planète nouvelle et inexplorée, ils doivent suivre des protocoles stricts de recherche pour découvrir les dangers qui peuvent y être cachés. Tout d'abord, ils doivent étudier les éléments et les produits chimiques présents dans son atmosphère, pour voir s'il convient de respirer pour les lyriens humains. La plupart des planètes qui sont apparemment habitables sont rejetées en raison de leur composition atmosphérique, même si elle peut être appropriée pour la vie complexe, simplement parce qu'elle n'est pas respirable. Après l'atmosphère, et bien que son étude donne aux explorateurs de nombreux indices importants sur le type d'écologie présente sur une planète, ils doivent ensuite étudier de près sa biologie, en recherchant des espèces dangereuses de toutes sortes, en commençant par les plantes et les champignons, avec leurs spores, leurs pollen et leurs graines, ainsi que toute nouvelle espèce inconnue qui pourrait représenter un danger pour les explorateurs et les futurs colons de cette planète. Ensuite, ils doivent étudier ces organismes vivants plus grands et plus complexes, ces animaux, pour comprendre lesquels peuvent représenter une menace, comment et pourquoi. Les premiers immigrants lyriens qui fuyaient les poursuivants reptiliens et grands gris, pendant les guerres d'Orion et la Grande Expansion, sont arrivés sur la planète Témère en premier, qui est la planète super habitable la plus proche de l'étoile Taygeta, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Témère est extrêmement favorable à la biologie humaine lyrienne de toutes les manières possibles, à commencer par son atmosphère qui est propre et riche en oxygène, son bon climat, et aussi en raison de ses écosystèmes basés sur la coopération et la symbiose. Témère n'a pas de prédateurs, presque rien là-bas n'a de poison digne d'être mentionné, et sa vie végétale et animale est amicale ou neutre envers la vie humaine lyrienne. Témère est aussi proche que possible du concept d'une planète idéale. Les premiers colons lyriens qui ont ensuite commencé à s'appeler Taygétiens ont trouvé cette planète extrêmement confortable et nourricière pour eux, et après un certain temps, pour leur propre sécurité, ils ont commencé à explorer et à cartographier les 3 autres planètes du système stellaire de Taygeta, et la planète suivante qu'ils ont explorée était Héra. Ils ont découvert avec une grande joie que c'est aussi une planète qui est presque un endroit parfait pour vivre, le seul problème étant ses hivers très froids. Après avoir étudié sa biologie, ils ont découvert qu'elle ressemblait beaucoup à celle de Témère, symbiotique et amicale envers les lyriens humains, et sans aucun danger digne d'être mentionné. Comme on pouvait s'y attendre, les nouveaux Taygétiens ont revendiqué la planète pour leur civilisation, alors qu'ils se dirigeaient vers la planète Procyon, la 3e en orbite autour de Taygeta. Bien que les premiers Taygétiens aient envoyé des sondes et des vaisseaux pour cartographier Procyon depuis l'orbite, ils ne l'ont pas étudié suffisamment de cette manière, car ils prévoyaient d'envoyer une expédition de 50 hommes et femmes là-bas assez rapidement. Et cela a été une terrible erreur car, selon les archives historiques, ils ont à tort considéré que la biologie de Procyon serait également symbiotique et amicale, comme sur les 2 planètes précédentes, Témère et Héra. Après tout, pourquoi Procyon serait-elle différente puisqu'elles sont dans le même système stellaire? Les 50 explorateurs taygétiens, hommes et femmes, sont arrivés à Procyon à bord de 2 petits vaisseaux spatiaux similaires à la classe de chasseurs utilisés aujourd'hui, bien que beaucoup plus primitifs, et ils ont installé leur camp de base sur une plage calme près de l'équateur de la planète. Leur camp était constitué de structures préfabriquées pliables ou repliables qui peuvent s'interconnecter de différentes manières pour former une plus grande structure, et peuvent également augmenter leur taille dans toutes les directions en ajoutant des modules, un peu comme un jouet Lego.
Bien qu'ils aient remarqué la forte gravité, les nouveaux explorateurs ne considéraient pas cela comme un gros problème, donc les premiers jours étaient calmes et paisibles, pleins d'espoir et d'attente pour la colonisation de la planète. Assez rapidement, des problèmes ont commencé à survenir lorsque les membres de l'équipage ont été piqués par des insectes et de grandes guêpes agressives et venimeuses, qui ont causé la mort des 2 premiers explorateurs après avoir été massivement piqués lors d'une de leurs expéditions plus profondément dans la planète, et ils n'ont pas pu les ramener au camp de base assez rapidement. Il semble que les premiers explorateurs aient mis trop de temps à remarquer que bien que la plupart de la biologie de Procyon soit également symbiotique, de nombreuses autres formes de vie sont parasitaires et même carnivores, donc très dangereuses. Bien qu'ils aient été avertis de la présence d'espèces dangereuses sur Procyon avec cet incident malheureux, ils ont continué à explorer la planète et la plupart de ses régions à pied, car ils aimaient le camping et la randonnée. Au fur et à mesure que les semaines se sont transformées en mois, ils ont commencé à remarquer que l'été procyonien était extrêmement chaud et humide. Il pleuvait chaque jour, laissant le camp inondé et plein de boue, ce qui a également fait exploser la quantité d'insectes suceurs de sang comme ils n'avaient jamais vu auparavant, au point qu'il était presque impossible de sortir sans équipement de protection, ce qui rendait l'exploration très inconfortable à cause des combinaisons chaudes. Lorsque le temps s'est amélioré et qu'il est devenu plus frais, ils ont continué leurs explorations à pied, où un jour ils sont tombés sur un troupeau de créatures ressemblant à des vaches qui avaient été dévorées par de grands prédateurs d'une manière horrible qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Bien que cela les ait beaucoup alarmés, ils ont attribué l'attaque à de grands félins, essentiellement des panthères, qu'ils avaient déjà détectés sur la planète, et bien qu'ils n'aient pas remarqué qu'une telle attaque décimant la population de créatures ressemblant à des vaches en une seule frappe massive est atypique du comportement des grands félins sauvages. Une nuit malheureuse, alors que les 48 colons dormaient dans leur camp de base modulaire, ils ont commencé à entendre des mouvements étranges à l'extérieur, y compris des coups comme si quelqu'un voulait entrer par effraction par leur porte en métal. 4 volontaires, tous des hommes, ont décidé de sortir pour voir ce qui se passait, tous lourdement armés, tandis que des projecteurs éclairaient la nuit autour du camp. À peine sortis, ils n'avaient même pas refermé la porte de leur bâtiment modulaire qu'ils furent attaqués par des hordes vicieuses de grandes créatures carnivores qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, ces dernières étant complètement inconnues pour eux. Les horribles créatures étaient de la taille d'un ours maigre, mais avec de grandes queues et de grandes gueules de crocodiles courtes remplies de dents acérées, et se déplaçaient extrêmement rapidement sur leurs 4 pattes, puis pénétraient dans le bâtiment modulaire en attaquant et dévorant les TGtiens non préparés qui furent complètement pris par surprise, et la plupart n'avaient aucune chance. 5 hommes et 2 femmes ont réussi à se barricader dans l'un des compartiments de stockage derrière les cuisines, où ils ont tenu pendant une période indéterminée cette nuit-là, pour finalement être également dévorés lorsque les portes barricadées se sont effondrées sous la force des créatures, car elles n'étaient pas conçues pour une telle situation extrême. Dehors, 3 des hommes qui étaient initialement sortis pour voir ce qui se passait survivaient encore principalement parce qu'ils étaient équipés et lourdement armés de fusils cinétiques et plasma, avec lesquels ils ont réussi à tuer plusieurs des créatures, mais cela n'était pas suffisant pour repousser la terrible attaque, car ils ont rapidement été dépassés par les créatures. Les 3 hommes restants se sont enfuis dans la jungle la nuit, tirant sur les créatures qui les poursuivaient. Ils ont réussi à se défendre derrière un tronc d'arbre renversé, essayant toujours d'atteindre les 2 vaisseaux spatiaux garés près des bâtiments modulaires attaqués, tirant leur chemin à travers la jungle la nuit, mais les créatures étaient trop nombreuses, donc ils ne pouvaient pas approcher les vaisseaux spatiaux, qui à l'époque n'étaient pas assez avancés pour se déplacer seuls à leur secours. Alors que les créatures encerclaient les 3 hommes qui se battaient pour leur vie, ils ont réussi à courir vers une falaise où ils ont réussi à grimper suffisamment haut pour y faire un dernier combat, tout en appelant à l'aide via leur communicateur. Les hommes étaient piégés au sommet d'un espace plat sur une falaise à une courte distance du sol de la jungle, entourés de hordes de créatures agressives qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, sautant les unes sur les autres et escaladant la falaise pour atteindre les hommes, qui à ce moment-là n'avaient plus de munitions, y compris les fusils plasma dont les cellules d'énergie étaient épuisées. Donc tout ce qu'ils avaient pour se défendre étaient leurs dernières armes, des couteaux et des épées ressemblant à des katanas japonais en taille et en forme. Ils ont ainsi survécu pendant plusieurs heures jusqu'à l'aube, lorsque finalement un vaisseau spatial de classe combattant envoyé depuis Hera est finalement arrivé à leur secours. Le vaisseau a tiré plusieurs salves sur les créatures en dessous, qui se sont à peine enfuies, tandis qu'il tournait pour récupérer les 3 survivants. La rampe frontale du vaisseau s'est ouverte, et les hommes ont sauté à l'intérieur du vaisseau, qui a ensuite fait le tour du complexe de bâtiments, ne trouvant aucun signe de vie des TGtiens. Plus tard, ce même jour procyonien, d'autres vaisseaux sont arrivés avec des TGtiens lourdement armés, qui avaient la terrible tâche d'identifier ce qui restait des corps,
et d'enquêter sur ce qui venait de se passer. 45 personnes, hommes et femmes, sont morts là-bas, cette terrible nuit. Seuls 3 ont survécu grâce à leurs compétences et parce qu'ils étaient lourdement armés. De nombreuses choses se sont ajoutées pour favoriser un incident aussi terrible. Tout d'abord, les colons ont supposé que la biologie de Procyon était aussi amicale que celle de Témer et Héra, ce qui était une terrible erreur. Ils ne comprenaient pas toutes les créatures présentes là-bas, comme ils auraient dû le faire avant d'installer un camp permanent aussi fragile. Aujourd'hui, on sait que l'attaque a été perpétrée par une horde de prédateurs alpha d'origine reptile de cette planète, aujourd'hui connue sous le nom de taureaux Gunaa. Ils peuvent être trouvés travaillant seuls ou en grand nombre, un peu comme une meute de loups. Ils se cachent sous terre pendant la journée à l'intérieur de grottes et de crevasses dans les montagnes procyoniennes, et sortent pour chasser la nuit. Ils ont une horrible tendance à décimer leur proie presque jusqu'à l'extinction, et c'était probablement le cas cette nuit-là car les colons étaient probablement la seule nourriture qu'ils avaient à proximité, et ils devaient sûrement avoir très faim. Les colons tégétiens ont exploré la région de manière négligente et bruyante, laissant une trace claire de leur présence, ce qui les rendait faciles à suivre jusqu'à leur camp de base. Ils sont toujours un problème ou une menace pour la population tégétienne de Procyon à ce jour, bien qu'ils soient maintenant confinés à certaines zones de la planète qui ne sont pas recommandées à explorer. Ces créatures ne sont pas indigènes à Procyon, car il est maintenant connu qu'elles habitent également plusieurs planètes de la région générale d'Orion. Quelqu'un, probablement des reptiliens, les ont semées sur Procyon il y a longtemps, mais leur motivation est encore inconnue. Elles sont extrêmement fortes et résistantes, capables de supporter plusieurs tirs avant d'être tuées. À l'époque, les premiers fusils plasma avaient une cellule d'alimentation qui, bien qu'elle soit très efficace pour sa taille, avait une quantité limitée d'énergie. Les fusils plasma tégétiens modernes sont équipés d'un petit réacteur à point zéro comme source d'énergie, ce qui leur confère une capacité de tir presque illimitée sans avoir besoin de recharger, avec une cadence de tir maximale d'environ 180 coups par minute. Ils sont seulement limités par la résistance et la durée de vie de l'arme elle-même, qui finira par s'user, mais après de nombreuses années d'utilisation et de nombreux tirs. Ce triste incident est maintenant un exemple type d'erreur de colonisation, et il est enseigné aux militaires et aux futurs explorateurs dans les écoles tégétiennes. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes l'éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits.